Bonjour ou bonsoir à vous tous et vous êtes dans le Monde en 7. C'est le rendez-vous de tous les samedis pour revenir sur quelques sujets principaux dans l'actualité qui a été débattue sur nos antennes dans la semaine. Et pour ce numéro, on parlera du Mali. Le référendum constitutionnel a été fixé au 18 juin. Nous irons du côté du Bénin. Le gouvernement ordonne une enquête après des attaques qui ont tué 15 civils. Et au Togo, on va parler du recensement électoral prorogé de 2 jours, recensement dans la zone 1 émaillé de beaucoup de défauts, il faut le dire juste comme ça. 2 invités au plateau pour le débat de ce samedi. Akwete Kossigan, président de l'Association des jeunes pour le développement, est là avec moi. Bonsoir Kossigan Akwete. Bonsoir Sam, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs de Niwa TV de par le monde, spécialement ceux de Sédomé, de Lokossa et d'Azové qui apprécient beaucoup Samuel Niaoui. J'ai été là-bas la fois dernière, ils ont parlé beaucoup de Niwa TV, en l'occurrence vous, comment vous menez le débat. Je salue aussi la présidente de JAA. Je voudrais parler de la fondation Jacqueline Ambiviaka qui la fois dernière a sillonné les villages fermés et hameaux de Yoto, les bras chargés de vivres pour soulager alors les populations. Vu que c'est la période des semences, elle a su leur trouver de la bonne semence et ensuite tout ce qu'il faut pour soulager alors le panier du ménagère et puis les ressources de la cuisine et tout. Les sacs de riz ici, les sacs de maïs, d'haricots et tout, dans toutes les contrées de Yoto ont pu bénéficier alors de son aide et de son soutien, sans parler alors des transferts mobiles qu'elle a commencé par faire à toute la population nécessiteuse de Yoto et ses environs. Ça fait pratiquement 2 ans. Donc que Dieu la bénisse et que d'autres cadres de la préfecture puissent lui emboîter le pas. La division n'amène à rien du tout. Ensemble, on va plus loin. Merci beaucoup et merci donc aux bienfaiteurs. Face à vous, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Ça fait un bon moment que j'ai plus Firmin sur mon plateau. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. C'est tout un grand honneur pour moi d'être encore de nouveau sur ce plateau et de le partager avec ce grand frère bien-aimé, Kossigan Akwete. Merci également d'avoir accepté l'invitation. On prend tout de suite la direction du Mali. La transition a fixé au 18 juin l'organisation du référendum pour la nouvelle constitution qui était prévue initialement le 19 mars passé. Il s'agit de la première étape validée par le vote d'un calendrier de constitution et de réforme que les responsables de la transition ont eux-mêmes communiqué et qui doit aboutir à des élections en février 2024. Mais il faut le dire, on va en parler dans le débat, ce référendum divise aussi la classe politique au niveau du Mali. On va écouter très rapidement avant le débat le Premier ministre de la transition. Le collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali, à le fait de se prononcer sur le projet de constitution annexé au présent décret. Voilà les mots, donc quelques petites confusions ici en studio. Donc le projet de référendum fixé au 18 juin. Firmin Teko Agbo, le référendum va donner une nouvelle constitution au niveau du Mali. On ne va pas aller dans le fond de cette constitution, mais ça montre aujourd'hui que la transition est dans une logique de respect du calendrier. Oui, logique de respect de calendrier, est-ce qu'on peut le dire ainsi? On peut répondre par l'affirmative du moment où moi je suis en train de voir que Goïta, il commence par être essoufflé. Il commence par être soufflé, il commence par être réaliste vis-à-vis de tout ce qui l'entoure et vis-à-vis de l'actualité du moment. Surtout avec tout ce qui est en train de se passer. Et quand vous voyez le choc qu'il a eu à subir la dernière fois lorsqu'il a perdu
dans cette attaque-là son directeur de cabinet et la manière et avec tout ce qui va avec ces hommes, ces civils, ces soldats qu'il perd régulièrement sur des champs terroristes, il se dit qu'en réalité, il n'a plus la situation en main. Et donc, s'il ne respecte pas le calendrier, la situation va lui être beaucoup plus difficile. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est de tout faire pour respecter le calendrier. Le calendrier, quand on parle de calendrier, dans le cadre de la transition, il faut essayer de mettre en place les institutions de la République. Comme au Togo, au temps de la transition, on avait nommé un premier ministre de la transition, on avait voter la Constitution ou promulguer la Constitution du 14 octobre 1992. Donc, je pense que c'est un peu la même logique. Et ce qu'il a à faire, c'est de respecter le calendrier. Sinon, l'avenir va lui être beaucoup plus assombré. Consigan Akouete, le respect du calendrier, ça veut dire qu'on doit aller à la présidentielle en février 2024. On vote une nouvelle constitution. Ça fait partie du schéma, mais c'était pas la date initiale prévue. Mais il y a une volonté de la part des autorités de la transition de bouger. Tout à fait, mieux vaut tard que jamais. Avoir toutes les charges, surtout sécuritaires, qui pèsent sur le gouvernement Goïta. Je crois que il est en train d'abattre un travail titan tout en ayant à l'œil le calendrier à lui imposé par la communauté internationale, notamment la CEDEAO. Ce n'est qu'une bonne chose, vivement que les Maliens même puissent alors décider de la constitution qu'il leur faut. Je crois qu'ils ont mis assez de temps pour débattre en eux. Et ils vont soumettre la constitution au référendum où les Maliens seront libres de l'adopter ou pas, parce qu'il y aura deux fiches, une pour le oui et une pour le non. Ouais. C'est déjà démocratique, c'est déjà très bon. Mais je dis, quels sont les Maliens là qui iront voter ce jour de référendum, vu que sur le terrain, la situation sécuritaire est déplorable, totalement difficile. Il y a beaucoup de zones aujourd'hui où l'État central malien n'a pas mainmise. Les structures de l'État sont quasi inexistantes. Et donc j'ai dit, moi je serais plus content si on me disait que voilà, Assimi Goïta et son gouvernement trouvaient des partenaires et qui se sont fixés la date de 18 juin pour lancer une offensive sans merci contre les terroristes, ne serait-ce que pour les bouter dehors, et que les sécessionnistes qui se confondent aujourd'hui dans ce regroupement de CPS, ceux qui sont, je veux parler des gens de la Zawad, des Touaregs et autres, qui ne sont plus dans l'accord ou qui ne reconnaissent plus l'accord d'Alger. Si tout ça font la paix, s'ils font la paix avec le gouvernement d'Assimi Goïta et que tous se donnent une date à laquelle ils vont se donner la main pour combattre alors les djihadistes et l'État islamique qui décime la vie des gens aujourd'hui au Mali, ce serait plus mieux. Le référendum n'est pas opportun. Parce que le référendum se ferait avec une poignée de Maliens. Parce que, vous savez, en principe, quand on parle du Mali, on parle de tout le territoire malien. Aujourd'hui, que ce territoire, il y en a une superficie non négligeable dans la main de ces terroristes-là, coupés alors de Bamako. Il va falloir qu'on passe d'abord à reconquérir alors ces territoires, à les sécuriser, alors pour que tous les Maliens de toutes les régions, de tous les coins de Mali puissent alors légiférer sur cette constitution. Mais le faire avec Bamako et là où... On va revenir tout à l'heure sur ce détail. Mais Firmin, est-ce que vous pensez que si on prend le projet de constitution, c'est vrai, Consigan Akouete le rappelait, c'est 2 bulletins. La question qui va être posée, c'est êtes-vous pour ou contre ce projet de nouvelle constitution? Donc c'est oui ou non. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu véritablement débat dans la société malienne sur ce projet?
il n'y a pas eu débat. Il n'y a pas eu débat. Vous ne sentirez pas ce débat dans ce pays du moment où même la classe politique est tout à fait divisée sur la question. Alors qui va faire le débat et par rapport à quel contenu? Ça, c'est deux. Par exemple, est-ce que toute la population malienne est au courant de cette nouvelle donne constitutionnelle? Je ne pense pas. Alors que quand vous lisez la Constitution, bien sûr, on va revenir sur le fond, ça met un accent beaucoup plus sérieux sur la décentralisation. Décentralisation veut dire donner un peu d'autonomie aux collectivités territoriales. Combien de collectivités territoriales sont au courant de cette nouvelle constitution? Peut-être elle sera moindre. Donc, en réalité, c'est juste un conglomérat qui va, si vous le permettez, si c'est pas méchant, c'est un conglomérat de Maliens qui va se plancher sur cette question et va l'adopter pour loi de la République, ce qui est vraiment dangereux. Et je me dis, même si... Quand vous parlez d'un conglomérat, c'est un référendum qui est ouvert à tous les Maliens. C'est-à-dire c'est juste une petite portion de la population qui est au courant de cela, parce que il y a des zones qui ne seront pas atteintes par les politiques, parce que avant de parler de référendum, il faut arriver à sensibiliser les gens. Bien avant, il faut faire un travail en amont, il faut aller dans les localités, expliquer le bien fondé du test, expliquer le contenu du test aux populations, avant de leur poser la question le 18 juin, est-ce que vous êtes d'accord, vous êtes pour le test ou vous êtes contre? Si les gens ne savent même pas de quoi le test parle, si les gens même ne connaissent même pas l'existence de ce test, et vous leur demandez du jour au lendemain de se prononcer sur ce test, moi je ne pense même pas. Est-ce que des gens sont sûrs que les Maliens vont sortir dans la mesure où il y a certaines zones où l'insécurité est légionnaire dans ces zones? L'insécurité, je voudrais qu'on revienne là-dessus un peu plus après, mais sur le point où vous évoquez même le fond de la question, que les Maliens peut-être n'ont pas fait le débat, mais moi j'ai envie de dire c'est une commission qui a été mise en place, qui a réfléchi et qui a fait les propositions. Oui, c'est la commission là, elle a réfléchi, elle a fait des propositions à qui? Pas aux Maliens. Est-ce que les Maliens, est-ce que cela même, le test est consensuel? Non, le test ne sera pas consensuel. Tout d'abord, les politiques même, il y a des partis de l'opposition qui ne sont pas d'accord avec le contenu du test déjà. C'est tout à fait normal. Oui, c'est tout. C'est la Constitution française, il y a des gens qui critiquent des partis. Oui, des partis. Vous savez, moi je me suis posé la question, est-ce que le problème était la Constitution, le renvoi à la Constitution malienne? Est-ce que le problème se situait là? Moi, je ne pense pas. Et puis, il y a quelque chose de dangereux que j'aime noter avec des situations comme cela. Quand on fait une constitution institut personnel, c'est-à-dire qui est inspirée par un homme, la suite est souvent grave. Parce que quand vous lisez un peu, on va revenir sur le fond, mais quand vous avez une constitution comme ça, qui transparaît, ou dans laquelle transparaît l'humeur d'un homme, je pense que c'est un peu dangereux. Le test, il est en train de l'imposer. Et il n'a même pas besoin qu'au moins un certain nombre de partis soient d'accord avec le test. Lui se dit que c'est lui, ce que lui dit dans le test, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est la réalité. Et il l'impose. Et n'oubliez pas, tous les Maliens ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta. Hein. Vous imaginez, est-ce que le Haut Conseil islamique serait d'accord avec ce test-là? Oui. Du moment où ils sont mis déjà à le critiquer, est-ce qu'ils seraient d'accord? La question du Haut Conseil islamique, vous faites bien de souligner, il y a il y a un terme dans la Constitution pour les autorités maliennes de la transition. Le Mali est un État laïque. Mais beaucoup d'imams réunis au sein du Haut Conseil disent que non, il faut un État confessionnel, donc chacun va être jugé en fonction de sa religion. Mais ça, c'est un gros désordre. Et ça fait que les imams ne soutiennent pas cette constitution. Mais justement, c'est pourquoi il y a deux bulletins, dont un qui est oui et un qui est non. Au cas où la majorité des Maliens juge le texte de cette nouvelle constitution inacceptable, ils voteront non. Et donc, ça va retourner le projet de constitution dans la commission qui l'a rédigé pour une deuxième relecture. Ouais. Maintenant, moi je dis, si toute la classe politique n'a pas pu légiférer sur le texte, c'est parce qu'il faut aussi tenir compte de cette crise de sécurité qui sévit. Vous voyez, moi je dis plutôt que de mettre la pression sur les autorités maliennes d'organiser le référendum, d'aller aux élections, il faudrait plutôt mettre les moyens à leur disposition pour qu'ils combattent alors cette insécurité. Parce que vous savez, depuis Amani Toumani Touré, ce sont alors ces vérités terroristes qui ont
mis fin à son deuxième mandat. Alors, quand nous revenons sur IBK, c'est la réelle cause du soulèvement des populations, c'est la vie chère et l'insécurité. Maintenant, si chez Assimi Goïta, on laisse ce côté sécuritaire et puis on le pousse à aller aux élections, je dirais, on reviendra à la classe de départ, c'est-à-dire on suivra encore un coup d'État au Mali. Donc il vaut mieux donner le temps à Assimi Goïta et ses compagnons, surtout qui sont des soldats, pour qu'ils aillent au front avec le soutien de toute l'Afrique. Pourquoi pas? C'est ce temps-là, beaucoup l'accusent de ne pas avoir la volonté de laisser le pouvoir. Non, c'est-à-dire, il est une chose, vous savez... La situation sécuritaire ne peut pas se résoudre non plus du jour au lendemain. Mais avec combien de Maliens aujourd'hui on ira aux urnes? C'est aussi ça la réalité. Est-ce que les gens de la Zawad iront? Est-ce que les gens de Kidal? Est-ce que les gens de Gao? Est-ce que les gens de le Sévis, Tombouctou et autres auront cette lassitude d'aller alors librement voter le jour-là? Bon, est-ce qu'ils auront le temps de débattre sur la Constitution? Non plus. Donc ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas déjà au départ. Maintenant, tel que l'a dit M. Firmin, si tant est que l'autre, Assimi Goïta, a fait rédiger un texte ou un projet de texte de Constitution à l'image de ses aspirations, ça aussi, comme il n'y a pas eu de débat contradictoire, nous allons droit au but. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux donner le temps à ce gouvernement de transition pour qu'il puisse organiser les choses, pas à pas de charge, mais tout en ayant alors le temps de repousser un peu l'insécurité et à mettre tout le monde à la table de négociation. Je rappelle juste que le février 2024, les militaires sont censés quitter le pouvoir. Firmin Tekwabo, pourquoi vous pensez que cette constitution est taillée à la mesure d'une personne et qui en l'occurrence? Tout d'abord, avant de revenir à votre question, quand vous dites, monsieur à côté, quand vous dites qu'il faut laisser un peu de temps à Assimi Goïta, moi je pense que vous voulez amener les Maliens à créer un monstre avec le temps. À créer un monstre parce qu'en réalité, quiconque a le pouvoir est porté à en abuser. Et autant Assimi Goïta dure au pouvoir, autant il ne voudra plus exprimer la volonté de quitter le pouvoir. Et Assimi Goïta, avec tout ce qu'il est en train de faire, on voit que c'est quelqu'un qui ne veut pas quitter le pouvoir. Il prend déjà goût du pouvoir et gère le pouvoir comme il veut. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Quel est le procès, le reproche que vous lui faites? Le reproche, c'est qu'en réalité, il a fait 2 coups d'État déjà, c'est antidémocratique. Ça, c'est un fait. Oui, il est en train de se battre pour normaliser une situation. Oui, il se bat. Est-ce que c'est son rôle de se battre? Est-ce qu'il a le droit de faire ce coup d'État? Non, ça c'est un crime imprescriptible. Il doit quitter le pouvoir. Le fait qu'il a eu à faire un coup d'État, il laisse le pouvoir au civil et puis quitte le pouvoir et puis c'est fini. Donc tout redevient la norme parce que les Africains se sont engagés pour construire la démocratie et non pour revivre ces histoires de coup d'État perpétuel. Vous imaginez, lui seul, il a fait 2 coups d'État et puis Emmanuel Macron se moquait en les traitant d'enfants de 2 coups d'État. Donc il doit quitter ce stade-là. Et depuis qu'il est là, quel bilan a-t-il affiché aux yeux du monde sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire? Qu'il a eu à faire ci, il a eu à faire ça? Rien du tout. Au contraire, chaque jour, vous apprenez que son directeur de cabinet a été assassiné. Vous apprenez que des soldats maliens ont été tués, des civils maliens ont été tués. Donc ce n'est pas... Vous n'êtes pas un peu trop sévère avec Assimi? Non, moi je... Il a réussi aujourd'hui à réarmer le Mali, parce que c'est vrai, les médias occidentaux préfèrent aussi chaque fois pointer du doigt les attaques des terroristes que les victoires de l'armée. Parce que tout récemment, on a intercepté cette cargaison de motos qui devait aller ravitailler les terroristes. Il y a des centaines et des centaines de terroristes qui sont abattus tout le temps. Il y a une reconquête qui est en cours. Parlons-en aussi. Écoutez, vous parlez de reconquête. Combien de kilomètres de territoire sont déjà reconquis? Est-ce qu'on a déjà ce bilan-là? Est-ce que le Nord est toujours intact ou le Nord est repris de la main des terroristes de Azawad et compagnie? Je ne pense pas. Est-ce qu'aujourd'hui, la dizaine de frontières est maîtrisée par Assimi Goïta et ses hommes? Est-ce qu'on a aujourd'hui des matériels sophistiqués? Est-ce qu'on a aujourd'hui un état-major consistant, matériellement sophistiqué aujourd'hui, avec une logistique bien assurée? Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'Assimi Goïta a pu faire? En réalité, c'est pour dire qu'en réalité, Assimi Goïta seul ne peut pas combattre les terroristes. Ce n'est pas possible. Lui et son ami Ibrahim Traoré se sont recroquevillés dans un monde qu'ils ne maîtrisent même pas. Ils ne vont pas pouvoir s'en sortir. Alors la meilleure des choses que moi je leur demande, c'est de faire tout pour quitter le pouvoir, remettre le pouvoir au civil et permettre au pouvoir au civil d'organiser les élections. Ou soit, s'ils n'arrivent pas à organiser les élections, vous avez vu, le référendum, ça devrait
être tenu en 19 mars, ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, on le repousse au 18 juin. Le 18 juin, ils n'aiment pas la France, mais le 18 juin, en réalité, c'est une date symbolique pour les Français. Vous imaginez, ils n'aiment pas la France. Le 18 juin 1940, c'est symbolique pour les Français. Aujourd'hui, ça va être aussi symbolique pour les Maliens. Et je me demande si, en février 2024, il va pouvoir respecter le calendrier, c'est-à-dire à mener tous les Maliens aux unes. S'ils arrivaient à le respecter, on lui dira bravo. Mais je ne pense pas, j'émets toujours un doute en ce sens, dans la mesure où je ne note pas encore de son côté ou de sa part une certaine bonne foi. Alors maintenant, pour répondre à votre question, je dis c'est une constitution taillée sur mesure. Si vous voyez un peu la constitution française avec les institutions de la 5e République, vous ne vous demandez pas pourquoi tout le temps les Français sont dans les rues. C'est parce que c'est une constitution qui a été taillée sur mesure, le général de Gaulle. Au départ, la constitution de 1946, c'était un régime parlementaire où il n'y avait pas un président fort. Le général de Gaulle est arrivé et dit, moi je veux être un homme fort. Donc il met en place une constitution avec un régime semi-présidentiel où le président a tellement de pouvoir. Le président a tellement de pouvoir, mais avec les petites révisions qu'il y a eu, Sarkozy est arrivé, il dit, il instaure le 49.3 qui permet au président d'être fort et de faire passer n'importe quelle loi si même il a dit que sa majorité n'arrivait pas à être d'accord avec lui. Et c'est ce 49.3 là qui envoie tout le temps les Français dans la rue depuis un certain moment. Parce que la constitution ou la révision constitutionnelle de Sarkozy ou la constitution du général de Gaulle ont été taillées sur mesure. Un homme. Premier homme, le général de Gaulle. Deuxième homme, en 2017, 2008, c'est Nicolas Sarkozy. Là, dans des pays où on construit, où on met en place des constitutions et sur personne est taillée sur mesure, la suite est toujours dangereuse. Quand on voit un peu la constitution de Assimi Goïta, c'est une constitution... les pouvoirs du président qui sont très renforcés. Hein, oui, les pouvoirs du président sont très renforcés. Le Premier ministre, il est responsable devant lui. C'est lui qui nomme le Premier ministre, qui met faire à ses fonctions. Et donc, le Premier ministre est responsable devant lui et non devant le Parlement. Or, dans les constitutions normales, le Premier ministre, il est déjà le chef du parti majoritaire et il est responsable devant l'Assemblée. Il y a question de motion de censure et de défiance où le jour où l'Assemblée n'est pas d'accord avec lui, l'Assemblée le dégomme. Or, ici, dans ce cas, l'Assemblée ne peut pas se permettre de dégommer le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui nomme, qui défait justement, c'est le président qui nomme. Donc, c'est à ce niveau que moi je dis qu'en réalité, c'est une constitution présidentialiste. À côté, ça fait partie des reproches que la classe politique fait à ce projet de constitution, parce qu'ici, c'est bien écrit dans la nouvelle, le projet proposé, que le président détermine la politique de la nation. C'était le rôle du Premier ministre avant, que le président nomme le Premier ministre et les ministres et met fin à leurs fonctions. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale, donc c'est des pouvoirs renforcés. C'est une constitution qui est sortie du cerveau d'un militaire ? Bon, vous savez, non, pas sorti du cerveau d'un militaire, mais le contexte actuel du Mali s'y prête. Parce que, vous savez, il faut un président avec des attributs un peu plus forts, un peu plus renforcés, pour qu'il puisse sortir le pays actuellement dans la situation dans laquelle végète le pays. Alors, moi, j'ai dit, s'il faut que le président ait plus de pouvoir, ne serait-ce que pour bien conduire, là, ça le rend même plus responsable, hein. Si le président a assez de pouvoir, ça le rend plus responsable. Et donc, il va falloir que ce même président puisse réfléchir par deux fois avant de légiférer à chaque fois ou de poser des actes. Moi, je dis, ce n'est qu'une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, le Mali n'est pas dans une situation normale, où tout peut se passer comme on le fait partout ailleurs, où il y a la paix. Aujourd'hui, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité au Mali. Donc, il faut alors quelque chose de ce genre pour permettre alors au numéro 1 malien de pouvoir alors apporter les solutions qu'il faut au peuple malien. Alors, si les Maliens trouvent en cette constitution que voilà, c'est une bonne chose, ils voteront oui. Seulement, ce pourquoi moi je plaide pour une condition sécuritaire plus favorable, c'est que plus de Maliens aient la possibilité de participer à ce référendum. Parce que moi je dis, c'est la base. Alors, c'est la base. Alors, si la base est faussée, je dirais, toutes les élections qui viendront n'auront pas assez d'impact sur la situation économique, sociale, sécuritaire, même sur le plan de développement. Il y aura quelque chose qui n'aurait pas marché. C'est pourquoi moi je demande à l'opinion internationale de prêter main forte au Mali. D'abord, de régler le problème libyen. Aussi longtemps que la Libye ne connaîtra pas la paix, le Mali sera en difficulté et notre sous-région sera en difficulté. Donc, pour parler aujourd'hui élection, selon moi,
c'est qu'on apporte encore un peu plus de solutions sécuritaires surtout au Mali et à la Libye. Vous savez, moi j'ai même pensé que l'Afrique de l'Ouest doit se réunir autour du Mali et du Burkina Faso pour qu'il essaie de décrocher au niveau de l'ONU une résolution devant forcer la main à l'OTAN d'aller faire le service après-vente et en Libye et au Mali. Vous savez, aujourd'hui, si les Maliens sont contre la France, les Maliens ne sont pas contre la France. Moi, j'ai dit, la diaspora africaine la plus importante en France, ce sont les Maliens, c'est la diaspora malienne. Donc aujourd'hui, au fait, le Malien n'a pas un problème avec la France en tant que tel. Mais ce qui les désole, c'est le fait que la France ne puisse pas apporter une solution visible et sortir le Mali du carcan dans lequel il est. La fois dernière, j'ai écouté ou j'ai lu le président du Burkina Faso qui a dit, même dans l'acquisition, dans l'achat des armes, il trouve beaucoup de pays qui sont d'abord leurs partenaires privilégiés, qu'ils disent ils ne vendent pas des armes létales. Or, le problème malien comme burkinabé aujourd'hui nécessite des armes. Alors, si ceux qui sont les partenaires, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et autres, ne veulent pas leur vendre des armes, vous voulez qu'ils fassent quoi? Comment ces pays-là peuvent sortir alors de l'insécurité? Donc, quelque chose ne va pas. La France ne nous aide pas vraiment. La France n'aide pas le Mali. Sinon, il doit être le premier, alors, la première pourvoyeuse d'armes à la République du Mali pour que, et puis, pourquoi même pas lui ajouter des expertises pour que, sur le plan formation, sur le plan peut-être aérien, renseignement et tout, pour qu'on puisse bouter ces terroristes-là dehors. Aujourd'hui, les terroristes ont un corridor libre, totalement libre, entre le Mali et la Libye. Ça coule les armes, les trafics et tout. Aujourd'hui, on ne peut pas tout mettre sur Assimi Goïta. Que voilà, Assimi a fait ça, Assimi a fait ci. Ce serait un autre Malien qui serait à la place d'Assimi Goïta, on aurait toujours le même problème. Les problèmes qui sont liés au Mali aujourd'hui sont plus sécuritaires que que tout autre. Donc moi j'ai dit que cette constitution soit à l'image ou reflète les aspirations de Assimi Goïta. Je dis les contextes s'y prêtent, les contextes s'y prêtent. Donc pour l'heure, encourageons alors l'opinion internationale, encourageons alors les puissants de ce monde à aider le Mali à régler le problème sécuritaire. Et après on parlera de démocratie, on parlera de constitution et élection. Qu'est-ce qui va advenir si le non l'emportait? Non, le non ne peut pas l'emporter. Nous sommes en Afrique, ça mène à oui. C'est un référendum démocratique. Non, écoutez, c'est démocratique. Vous croyez qu'Assimi Goïta, lui, là-haut, de son pédestal, va organiser un référendum et puis va perdre? Non, je ne pense pas. Non, si la fois dernière, à cause de la pression du groupe de partis politiques qui n'ont pas adopté le projet de texte actuel, et Assimi Goïta a pris du temps pour faire retravailler cette commission-là sur les idées qu'émettent de l'autre côté. Ça voudrait dire que quand même le gars est ouvert il est ouvert à la discussion. Non, je sais que vous êtes... Non, vous savez que moi j'ai toujours critiqué le Mali. Oui, surtout Assimi Goïta. Mais quand il fait bien, il faut lui dire. Non, il fait quoi bien? Là, il est en train de faire bien parce que le texte a été retiré. Le texte a une fois été retiré et il y a eu des amendements. Oui, alors, donc ça voudrait dire qu'il écoute toutes les... Parce que le délit était flagrant. Non, pas du tout. Écoutez, Assimi Goïta, président de la République, il ne peut pas venir écrire un texte. Voilà, bien noté. Voilà. Quelqu'un qui veut faire passer un test où il sera beaucoup plus fort. Et vous pensez qu'il va... Mais il ne sera pas, ce n'est pas lui le président. En tout cas, moi, pour le moment, je ne sais même pas. Je veux même pas non, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Je ne veux pas prononcer. Je ne veux pas prononcer. Ce n'est même pas un jugement de valeur non plus. Je ne voudrais pas qu'on critique là-dessus. Mais écoutez, Assimi Goïta va faire passer un test. Et celui-là qui a la machine du pouvoir, toutes les machines de l'État en main, et il va organiser un référendum en Afrique, dans ce contexte d'insécurité totale, où
où nul ne maîtrise rien et il va perdre. Non, je pense que le oui va l'emporter. Samuel Nia, oui, mais vous n'avez même pas posé cette question parce que le oui va l'emporter et ce sera sa première victoire. Et il va dire qu'il est là, donc les Maliens, unanimement, entre guillemets, majoritairement, on dit oui à ce test-là et on va encore le défier pendant un certain moment. Il va pas perdre ce référendum-là. C'est la question, c'est la réponse que je peux vous apporter. Vous pensez que ça va être démocratique, le référendum? Le référendum, comme c'est la communauté internationale qui demande à tout prix que, voilà, on aille au référendum, le référendum sera fait, et puis le résultat va refléter alors le choix des Maliens. Donc ce serait démocratique. Officiellement, bien sûr. Ce sera démocratique. D'autant plus que Assimi Goïta n'a rien à gagner si le texte est voté, c'est-à-dire que le texte passe ou pas. Lui, il est chef de la transition, il n'a pas trop à perdre dedans. Seulement que c'est les Maliens même qui vont se faire retarder selon le chronogramme établi par l'opinion internationale. Maintenant, ce que moi j'ai dit, pourquoi on ne laisse pas la main aux Maliens pour qu'eux-mêmes puissent décider alors du temps que doit prendre cette transition? Vous voulez créer un monstre? Non, quel monstre? Le monstre est où? Écoutez, Armani Touré avait pris le pouvoir au Mali. Il a organisé, il a cédé le pouvoir avant de revenir prendre le pouvoir par une élection. Assimi Goïta peut faire de même. Pourquoi on l'accuse? On ne doit pas l'accuser. Donc moi j'ai dit pour le moment, ce qui urge au Mali, selon moi, en toute modestie, c'est la sécurité. Et pour cette sécurité-là, il va falloir que tout le monde, c'est-à-dire que ce soit l'Occident, que ce soit l'Afrique, prête main forte d'abord au Mali pour qu'on crée les conditions de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est en proie à des violences qui ne disent pas leur nom. Et puis, vous savez, à une scission préparée par des gens, par des Maliens qui ne reconnaissent plus l'autorité de l'État. Ça aussi, c'est un problème. La Zawad. Donc, il va falloir que la communauté internationale aide les Maliens à se parler entre eux pour d'abord régler ce différend et ensemble combattre alors l'ennemi. Et ce n'est qu'un seul ennemi, le djihadisme. S'ils sont capables d'aider le Mali, ils devraient même aider. Au lieu de pousser le Mali à aller aux élections, ils savent que le Mali est aujourd'hui décimé par ces bandits enturbanés. Permettons plutôt aux Maliens aidons-les à combattre peut-être ces bandits enturbanés. Parce que vous savez, il y a à aider. Ils devraient aider déjà l'Est de la RDC, ils n'ont jamais aidé. Ils devraient aider la Libye. Pourquoi ils devraient même aider les Soudanais à sortir de cette situation. La communauté internationale, ce que j'aime beaucoup. Pourquoi mettre la pression sur Assimi Goïta et son gouvernement? Pourquoi ils ne le font pas au Soudan? Pourquoi ils ne le font pas partout d'ailleurs? Pourquoi ils ne le font pas au Tchad et tout? Pourquoi ils ne le font pas? Ça fait deux poids, deux mesures. Pourquoi on adoube c'est-à-dire le fils du président Déby? Pourquoi on l'adoube? Pourquoi personne ne met alors les loupes sur sa manière, sur sa gestion du pays? Et que c'est Assimi Goïta. Moi j'ai dit, Assimi Goïta et les Maliens payent le tribut de cette bêtise qu'a fait Sarkozy en Libye. Sarkozy, l'OTAN et bref le monde occidental, ce qu'ils ont semé en Libye là. Aujourd'hui, le pétrole libyen n'est plus acheté, mais le pétrole libyen est pris à flot par ces puissances là, au détriment des Libyens. Et alors, ce que l'Afrique en gagne dans tout ça là, c'est l'insécurité totale. Aujourd'hui, vous voyez, nous parlerons bientôt de ce qui s'est passé au Bénin. Le Togo n'est pas épargné puisque il y a pas longtemps, nous avons aussi perdu alors des vaillants, de vaillants citoyens au nord. Donc moi j'ai dit, pour parer à tous ces problèmes de sécurité, il faut prêter la main forte aux Maliens et mettre fin à cette guerre, à cette négociation qui sévit aujourd'hui en Libye. Assimi Goïta, nous aurons beau à le critiquer, il n'a pas la force de faire cesser l'insécurité lui seul. Alors qu'il quitte le pouvoir, qu'il remette le pouvoir aux civils et que nous retournions à la démocratie. Moi, c'est le point de départ. Le militaire n'arrivera pas à faire sur son champ. C'est-à-dire que son domaine, de sécurité. Voilà, son domaine, c'est la défense de la sécurité. Est-ce que vous croyez que le civil viendra le faire facilement? Non, ne mélangez pas les choses. Donc, le Mali a été sous gouvernement civil, on a vu tout ce qui s'est passé, des atrocités et tout, la gabégie, la corruption, qui alors ont gangréné alors le pouvoir des civils. Que les Africains n'ont pas fait le choix de coup d'État. Les Africains ont fait le choix de la démocratie.
retournons la démocratie d'abord et puis on va s'asseoir. N'oubliez pas que la démocratie ne peut pas se passer sans la paix et la sécurité. Oui, bien sûr. Retournons d'abord au point de départ, la démocratie, et puis on va s'asseoir pour reposer les bases d'une nouvelle fondation ou d'un nouveau Mali. Parce que si on continue de le faire comme cela, ça va être difficile pour l'avenir. Peut-être c'est ce retour que le Mali va opérer à la suite du référendum du 18 juin. On suivra pour faire le débat. On va évoluer rapidement avec le Bénin également. Le pays est confronté aussi au terrorisme. Tout cela est consécutif à la situation que vit le Mali. Le nord Bénin fait face à des attaques terroristes. Une attaque a endeuillé le pays il y a quelques jours. 15 personnes en tout ont été tuées. Le président béninois Patrice Talon a ordonné une enquête après les attaques qui ont tué une quinzaine de personnes dans le nord du pays. C'est le gouvernement qui en fait l'annonce. Souvent, les autorités béninoises ne communiquent pas sur les attaques terroristes, mais celles de la semaine, selon les sources locales et sécuritaires, l'attaque dans 7 villageois dans la commune de Kérou. Les villageois ont été égorgés par des hommes armés dans la nuit de lundi à mardi et de nombreux autres ont disparu à la suite de cette attaque. Le lendemain, dans la commune de Banikoara, toujours dans le nord, des attaques ont fait 3 morts. Le gouvernement, par la voix du porte-parole Wilfried Ngbeji, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Selon le gouvernement, l'alerte mise en place par les autorités aurait dû fonctionner. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ce que cette enquête va déterminer. Kosigan Akwete, le gouvernement béninois est sûr de l'alerte précoce mise en place. Ça n'a pas empêché donc que 15 personnes soient tuées. Vous pensez que les autorités font bien d'ouvrir une enquête pour voir s'il y a eu défaillance dans le système? C'est d'abord très louable leur décision. Quand l'alerte a été donnée et que il n'y a pas eu suivi suivi d'alerte et que les forces de défense et de sécurité ont traîné à réagir, ce qui a permis aux assaillants alors de faucher des vies humaines. Pour un bon gouvernement responsable, ils doivent d'abord chercher les causes de ce qui n'a pas marché, de ceux qui n'ont pas rempli leur mission, afin d'abord d'apprendre de ce dysfonctionnement pour savoir comment réorganiser alors les ripostes de l'armée. Donc je dis c'est une très bonne chose. Ce qui est sûr, nous allons demander que la quête soit impartiale et que les réelles mises en cause soient trouvées, et pour que même s'il y a des punitions, qu'ils soient punis et que le gouvernement puisse mettre en place un mécanisme plus souple qui va faire que quel que soit alors l'endormissement des uns et des autres, dès qu'il y a l'alerte, qui est alors une réaction spontanée, ne serait-ce que pour protéger d'abord les militaires eux-mêmes et protéger en même temps les civils. Et puis, n'oublions pas que le Nord Bénin est semé de ces bandits enturbanés. Ils ont même commencé entre-temps les recrutements. Et puis le gouvernement aussi ne dort pas, le gouvernement met assez de pression sur eux, et donc à chaque fois qu'ils trouvent un peu de faille, ils frappent. Et donc cette enquête permettra à l'autorité de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Déjà, on est en train de soupçonner le commissaire là qui a été relevé de ses fonctions. Ça voudrait dire que peut-être que sur cette piste, on trouvera encore d'autres responsables sécuritaires qui n'ont pas réagi spontanément. Et donc, quand ils vont finir par corriger alors tout ça, les velléité des attaques des djihadistes sera peut-être un peu domptée, ce qui permettra aux populations civiles de vaquer à leur occupation. Mais beaucoup n'ont plus la possibilité d'aller dans leurs champs, de vaquer à leurs occupations agricoles face à ces terroristes qui sont un peu partout. Ils se confondent parfois aux villageois, ils se confondent un peu partout, et donc c'est une guerre asymétrique, c'est difficilement maîtrisable pour l'armée. On ne peut que les encourager à aller voir dedans, voir ce qui n'a pas marché et mettre en place la stratégie qu'il faut pour combattre ces gens-là. Le porte-parole du gouvernement parle d'un manquement dans la chaîne des opérations, lequel manquement a empêché les forces de sécurité de se déployer. Si c'est vrai, j'ai envie de dire, c'est grave.
C'est grave. S'il est arrivé jusqu'à parler de manquement, je me dis que c'est grave. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Manquement? Est-ce que peut-être il y a eu des informations qui ont circulé et qui sont parvenues ou qui seraient parvenues à ces méchants, ces bandits entreprenés comme Kosiga Côté l'a dit tout à l'heure, qui a filé les renseignements? Parce que le terrorisme ne fonctionne qu'avec les renseignements. Si vous n'avez pas les meilleurs renseignements, vous ne pouvez pas être terroriste. Sans renseignement, il n'y a pas de terrorisme. Parce que les renseignements permettent aux terroristes de localiser, de bien localiser leur lieu d'attaque. Qui sont là-bas, quel est le plan sécuritaire qui est mis en place à ce niveau-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils commencent par œuvrer. Donc, et c'est pour cela que moi j'ai l'habitude de dire qu'en réalité, il y a des gens, en réalité, ce n'est pas dans nos armées, mais à l'extérieur, qui fournissent des meilleurs renseignements à ces terroristes-là. Manquement grave, là, à ce niveau-là. Ça va être jugé du côté de la République du Bénin. Vous savez, moi, si vous le permettez, je voudrais citer une phrase de Faure Gnassingbé lors de son entretien du 27 avril, qui a parlé, en parlant du terrorisme, a dit simplement que le combat sera long. Le combat sera long. Vous savez, comme on l'a dit au temps de Covid, on a dit aux Africains, on a dit à tout le monde entier, nous allons devoir vivre avec le Covid. Je pense que c'est la même chose aussi avec les États africains. Les États africains, en réalité, surtout ceux-là qui viennent de connaître le terrorisme, ça veut dire 3 ans, 4 ans, doivent commencer par penser à ça. Nous allons devoir vivre avec le terrorisme. Parce que la manière dont c'est enclenché et c'est engagé, la fin ne sera pas tout de suite, même si à l'avenir, la victoire sera au bout. La victoire sera au bout si ceux-là qui seraient derrière ces actes terroristes-là, ou toute cette machination, arrivent à dire c'est fini. J'ai l'impression, bien sûr, vous ne serez pas d'accord, mais j'ai l'impression, je le dis tout le temps, qu'en réalité, entre-temps, au départ, dans les années 90, on nous avait envoyé la démocratie, uniquement pas pour permettre aux États africains de se développer, mais pour leur permettre de mieux se déstabiliser. Et entre-temps, aujourd'hui, quand on a commencé avec Boko Haram et autres, l'État islamique est né. Et maintenant, pour pouvoir reconquérir l'Afrique revenir au 19e siècle, donc il faut éliminer les têtus, et il faut envoyer à ces têtus-là, aux zones un peu plus stables, aux zones où des chefs d'État ont une certaine ambition d'être un peu, de se déstabiliser. Alors on leur envoie le terrorisme. Et c'est comme ça, c'est la même chose, c'est comme ça. Moi, je m'amusais souvent à dire que quand Patrice Talon, en voulant se reconquérir sur lui-même, en parlant de œuvres d'art en France et tout ça, là, on lui envoie le terrorisme. On lui envoie le terrorisme. Donc, vous allez voir qu'en réalité, cette guerre, moi, ce n'est pas que je suis sceptique, on ne pourra pas la gagner maintenant. Mais nous allons nous préparer pour toujours faire face à ces terroristes. On ne pourra pas la gagner maintenant. Mais vous ne trouvez pas ces circonstances atténuantes à Assimi Goïta tout à l'heure? Voilà. Vous permettez, on va marquer la pause, le temps de suivre le journal 10 minutes et on revient continuer de parler du Bénin.